Un homme couvert de sang se tient au milieu d'une chambre d'enfant. Devant lui, 2 corps, les murs comme découpés au couteau, des couleurs d'enfant partout, mélangées à ce à quoi on ne veut pas penser. Et il regarde dans les yeux la mère des fillettes et prononce des mots qui ne correspondent pas du tout à cette image. Je voulais aider. J'ai entendu des cris. Qu'est-ce que c'est? Une terrible coïncidence, une tentative désespérée de justification ou quelque chose d'encore plus terrible? S'il vous plaît, venez vite. Il y a du sang ici. Mes filles. Mes filles. La voix de Leah McCready tremblait et se brisait quand le centre d'urgence reçut l'appel. Il était 19h40, 23 mai 2018. Une soirée ordinaire de mercredi dans le quartier tranquille de Parry Sound, où apparemment rien de mal ne pouvait arriver. Les voitures de police arrivèrent à l'entrée ordonnée devant la petite maison d'un étage au 52 Lakeview Drive. La maison de Leah McCready, une mère célibataire de 2 fillettes, Emma et Grace. Les policiers entrent, se dirigent rapidement vers la chambre d'enfant et le souffle leur manque à cette vue. Sur le sol, 2 petites silhouettes, 2 fillettes qui encore récemment avaient joué, ri, vécu. Maintenant, le silence. Autour un chaos total, les murs découpés par un objet tranchant, de la peinture si barbouillée que les dessins deviennent des taches informes. Dans l'air, la lourde odeur de peinture et de fer. Et exactement ici, près de l'ouverture de la porte, se tient immobile un homme. Un homme grand avec une coupe courte et un jean de travail usé, couvert de sang. Il s'appelle Douglas Reed, ou simplement Doug. Il habite à côté, travaille dans un garage automobile et améliore ses revenus avec des réparations domestiques. Doug semble perdu, comme s'il ne comprenait toujours pas où il est et ce qui se passe. Son regard se fixe sur chaque nouveau visage, essaie de trouver un soutien quelconque, un signe quelconque qu'on le croit. J'ai entendu des cris et j'ai accouru. Je voulais juste aider, répète-t-il sans cesse, comme une incantation. Le premier policier qui entra dans la chambre d'enfant dit plus tard « Quand tu vois quelque chose comme ça, le monde autour de toi ralentit. J'ai vu le sang sur ses mains, sur les vêtements. J'ai vu les enfants, et dans ma tête, il n'y avait qu'une pensée. C'est lui. Ça ne peut être personne d'autre. » Les officiers mettent des menottes à Doug et lui lisent ses droits, bien qu'ils n'entendent apparemment rien. Il semble brisé et paraît si coupable que personne n'a le moindre doute. L'assassin est devant eux. Mais quelque chose dans ses yeux parle d'autre chose. Quelque chose ne va pas dans cette image terrible. Ce jour-là, tout commença de manière complètement différente. Leah McCready quitta la maison exactement à 18h12 pour le service de nuit au magasin local, comme l'enregistra la caméra de la maison voisine. Emma et Grace, ses filles, restèrent seules à la maison seulement très brièvement, juste 1 heure jusqu'à l'arrivée de la babysitter habituelle, Amelia Carson, 17 ans. Amelia était une fille calme et responsable en qui toute la rue avait confiance. Il semblait n'y avoir aucune raison de s'inquiéter. Mais à 19h31, comme le montrèrent à plus tard les enregistrements de la sonnette intelligente des voisins, retentit un cri perçant d'enfant. Il était si fort et aigu que plusieurs voisins sortirent sur le porche. Et l'un de ces voisins était Doug. Auparavant, il avait déjà aidé Leah plusieurs fois pour de petites réparations, serrer un robinet, réparer une poignée de porte. Personne n'avait jamais entendu quelque chose de mal sur lui. Il n'était pas étrange, pas renfermé, saluait et souriait toujours. Mais ce soir-là, il entendit des cris qui changeraient sa vie à jamais. Doug se précipita sans hésiter vers la maison des McCready, remarqua que la porte arrière était entr'ouverte. Il entra, passa par la cuisine et se dirigea vers la chambre d'enfant, d'où venait du bruit et des pleurs. Comme il s'approchait, retentit de derrière un bruit léger, comme un bruissement. Il essaya de se retourner mais sentit un coup aigu à la tête. Un éclair de douleur, l'obscurité. Quand il reprit connaissance, il y avait du sang autour, des corps immobiles,
et il était complètement incertain combien de temps s'était écoulé. Doug s'approcha instinctivement, essaya de comprendre ce qui s'était passé, et exactement à ce moment, Leah entra dans la pièce. Son cri couvrit tout autour. Dès les premières minutes de l'enquête, une chose était claire pour les policiers. L'image semblait trop simple, trop évidente. Doug plein de sang à côté de lui les corps, mais l'absence de traces de lutte sur ses mains, des détails étranges comme de la peinture barbouillée, des chaussures soigneusement enlevées et des outils de travail laissés sur le porche, soulevaient des questions. Les patrouilleurs examinèrent rapidement le terrain et la maison et conclurent qu'il n'y avait pas eu de cambriolage. Portes, fenêtres, tout était intact, les serrures non endommagées. Le seul indice d'intrusion, une trace de peinture à peine visible laissée par un vélo à la porte arrière. Mais même celle-ci était à peine reconnaissable et pouvait bien être survenue par hasard, car dans le quartier, il y avait des centaines de vélos. Cependant, ces petits détails n'étaient pas si importants pour l'instant. L'important était une chose. Doug restait le seul suspect. On l'emmena au poste, photographia et documenta chaque trace de sang sur ses vêtements, chaque égratignure et chaque éraflure. Après seulement quelques heures, l'enquête reçut les résultats des premières analyses, qui ne firent qu'embrouiller davantage l'affaire. Sur les vêtements de Doug, il y avait le sang des fillettes, mais seulement des éclaboussures. Sur ses mains et sous les ongles, il n'y avait pas de traces de lutte ou de tentative de défense. De plus, l'examen médical établit chez Doug une grave commotion cérébrale, ce qui confirmait ses paroles sur l'attaque par derrière. Mais qui était alors cet agresseur inconnu? Pendant que les enquêteurs se cassaient la tête sur les questions, Doug était assis dans la cellule et répétait encore pour lui-même « Je voulais aider ». Il ne savait pas que cette histoire se renverserait complètement dans quelques jours et que le nom d'Amelia Carson apparaîtrait dans l'affaire de manière complètement inattendue. Mais maintenant, dans les premières heures après la terrible découverte, personne ne pensait à la tranquille babysitter que tous connaissaient et en qui ils avaient confiance. Tous ne voyaient que Doug, l'homme qui se tenait dans le sang au-dessus de 2 corps sans vie, l'homme qui cherchait à expliquer l'inexplicable. Était-il coupable? Cela restait un mystère pour l'instant. Une chose était évidente. Cette soirée changea la vie du quartier à jamais, et tous ceux qui connaissèrent cette famille ne pourraient pas passer tranquillement devant la maison de Lakeview Drive pendant longtemps. Mais la vérité commençait seulement à remonter à la surface, et bientôt les résidents de Perry Sound sauraient que derrière la porte de la chambre d'enfant se cachait non pas un, mais plusieurs secrets terribles. Et pendant que les policiers emmenaient Doug au poste, le véritable coupable observait les événements d'un côté complètement différent et comptait les minutes jusqu'au moment où il serait découvert. La question de savoir si Douglas Reed était un meurtrier ou un héros restait encore ouverte. Mais bientôt, de nouveaux détails apparaîtraient qui feraient que tout le monde reconsidère ce qui s'était passé. Car parfois la réalité s'avère plus terrible que les suppositions les plus terribles. Quand des choses terribles arrivent quelque part au loin, on les perçoit différemment, comme une nouvelle, comme une intrigue de film. Mais quand la tragédie frappe une famille ordinaire, une comme des milliers d'autres, tout devient complètement différent. Là surgit cette question torturante. Comment cela a-t-il pu arriver ici, précisément avec eux? La famille McCready était complètement ordinaire, si on peut dire ainsi. La mère, Leah, infirmière à la clinique locale, toujours occupée et fatiguée après les services. Elle avait de longs cheveux blonds, des yeux fatigués et l'habitude de boire du café froid qu'elle avait oublié sur la table de la cuisine depuis le matin. Parfois, quand elle rentrait à la maison, Leah enlevait ses sabots médicaux directement devant la porte et marchait silencieusement vers la chambre des fillettes pour s'assurer que tout allait bien. Elle disait souvent à ses collègues « Les filles sont tout ce pourquoi je me lève chaque matin. » Emma, l'aînée, aimait peindre et pouvait rester assise pendant des heures, penchée sur une feuille de papier, dessinant quelque chose avec des feutres, colorés et de la peinture.
Sa chambre était décorée de dessins de licornes, de chats et de châteaux, des fantaisies typiques, des rêves typiques. Elle aimait la pizza à l'ananas et était toujours un peu vexée quand quelqu'un disait que c'était bizarre. La plus jeune, Grace, était complètement différente. Une enfant vive, constamment en mouvement, avec des cheveux châtains ébouriffés et d'énormes yeux qui regardèrent le monde avec un intérêt non dissimulé. Elle aimait jouer à cache-cache et se cachait chaque fois au même endroit, dans l'armoire derrière le manteau de sa mère, croyant que personne ne la trouverait sûrement là. Elle vivait à Parry Sound, une tranquille colonie canadienne au bord d'un lac entouré de forêts de conifères. C'est un de ces endroits où tout le monde se connaît, et si ce n'est pas par nom, au moins de vue. Là, on ferme rarement les portes. Et normalement, on peut emprunter du sucre ou un tournevis au voisin sans poser de questions. C'est précisément dans un tel endroit qu'on se sent en sécurité. C'est précisément pourquoi la tragédie qui arriva à la famille McCready sembla à tous complètement impossible. Pour pouvoir travailler et s'occuper des filles en même temps, Leah employait une babysitter 3 fois par semaine. Amelia Carson, 17 ans. Tout le monde la connaissait et l'aimait, surtout les enfants, car elle était toujours joyeuse et ne refusait jamais un autre épisode de la série de dessins animés préférés avant le coucher. Elle venait à vélo, le rangeait soigneusement derrière la porte arrière, où les filles l'attendaient déjà pour l'entraîner immédiatement dans leurs jeux et histoires. Leah dit plus d'une fois à ses amis qu'elle avait une chance incroyable d'avoir trouvé quelqu'un comme ça. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Mais ce soir-là, la babysitter était en retard et Leah partit pour son service de nuit, malgré ses inquiétudes, prévenant les filles qu'Amelia arriverait bientôt. Elle donna des instructions claires, ne pas ouvrir la porte aux étrangers et garder le téléphone allumé au cas où. Les filles étaient déjà assez âgées pour rester seules pendant peu de temps, et la colonie semblait si tranquille qu'il n'y avait pas de raison particulière de s'inquiéter. La maison de la famille McCready avait l'air tout à fait ordinaire pour cette région. À un étage, soigné, entouré de parterres de fleurs que Leah plantait chaque printemps. À l'intérieur aussi, rien d'inhabituel. Des meubles simples, des jouets d'enfants soigneusement triés dans des paniers, et toujours un peu du désordre propre aux maisons avec des enfants. En matière de technologie, il semblait n'y avoir que le minimum. Un détecteur de mouvement à la porte arrière. Et c'était tout. Il n'y avait pas de caméras extérieures, et qui aurait installé des caméras dans un endroit si tranquille. Cependant, c'est précisément ce détail qui devint plus tard la clé. La maison était confortable, adorable et complètement sans défense face à ce qui allait arriver. La porte arrière, à laquelle presque personne n'avait jamais prêté attention, était faiblement éclairée et menait directement à un sentier qui conduisait dans la forêt de pins. C'est précisément ce sentier qu'Amelia utilisait souvent, garait son vélo, et c'est précisément lui qui s'avéra être ce point vulnérable par lequel le malheur pénétra dans la maison. La tragédie semble incroyable quand on regarde les photos de la famille McCready prises seulement quelques semaines avant l'événement. Les voilà en pique-nique au lac. Là, Emma nourrit les canards et Grace essaie d'attraper une libellule. Là, elles rient ensemble de quelque chose de personnel, si simple et enfantin. Ces images paraissent ordinaires, si normales qu'on pense involontairement. Cela aurait pu être n'importe quelle famille, absolument n'importe laquelle. C'est précisément cette pensée, effrayante et complètement incompréhensible, qui ne lâcha pas les habitants de Parry Sound longtemps après que l'événement fut connu. En effet, comment quelque chose comme ça peut-il arriver dans un monde complètement normal, où il n'y a rien de suspect, rien qui aurait pu inquiéter à l'avance? Mais personne ne savait encore le plus important. Celui qui détruisit le monde de la famille McCready était beaucoup plus proche qu'on n'aurait pu le soupçonner. Et l'absence de caméras, de capteurs et de précautions élémentaires ne fit que faciliter la tâche de la personne qui décida d'envahir leur vie et de laisser quelque chose de terrible. Bientôt, l'enquête commencerait à dérouler cette histoire, et au centre de l'attention seraient ces détails auxquels personne n'avait prêté attention auparavant. Ces petites choses qui semblaient complètement inoffensives et qui mèneraient ces policiers à des découvertes complètement inattendues.
Mais pendant que Perry Sound commençait à peine à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé, la famille McCready se transforma d'un symbole de tranquillité en un exemple effrayant de combien le monde le plus ordinaire peut être fragile. Et maintenant, il incombait aux enquêteurs de découvrir qui et comment était entré dans la maison en contournant le seul signal silencieux, le signal du capteur à la porte arrière, que personne n'entendit. Car parfois, ce sont précisément les détails les plus silencieux qui s'avèrent être les plus bruyants quand il s'agit d'une tragédie. Parfois, les minutes décident de tout. Dans la vie de la famille McCready, une telle période fut exactement 6 minutes. Seulement 6 minutes séparèrent le dernier signe de vie prouvé du moment où quelqu'un d'autre entra dans la maison. Ceci ne fut pas confirmé par des témoignages, mais par des chiffres secs et impartiaux d'appareils électroniques. À 18h12, Lia quitte la maison et va au travail, et son départ est enregistré par la caméra du voisin, le dernier point où elle paraît complètement calme. Le moment suivant significatif, 19h31, quand la sonnette des voisins enregistre de manière inattendue un cri d'enfant. Un son court, perçant, aigu. Pas un jeu, pas un rire, mais un cri qui fait s'arrêter le cœur. Ce son, les voisins l'entendirent, mais l'attribuèrent rapidement au jeu d'enfants ordinaire. Personne ne pensa même à s'inquiéter. Et exactement 6 minutes après ce cri étrange, à 19h37, le détecteur de mouvement à la porte arrière de la maison McCready se déclenche. Cette porte mène directement dans la petite cour arrière et la forêt, et elle était rarement fermée pour la nuit. Normalement, le capteur enregistrait silencieusement l'arrivée de la babysitter Amelia, qui venait ici à vélo. Mais ce soir-là, tout se passa différemment. C'est précisément ces 6 minutes qui devinrent maintenant le maillon le plus important. Que s'est-il passé à l'intérieur de la maison ? Pourquoi personne n'a-t-il rien entendu excepté ce cri unique ? Qui a ouvert cette porte ? Amelia, la babysitter en retard, ou quelqu'un de complètement différent, qu'on n'attendait pas et qu'on ne soupçonnait pas. Les enquêteurs reviendraient là plus tard encore et encore à ce moment, repasseraient ces minutes encore et encore, essaieraient d'imaginer ce qui s'était passé dans la maison. Mais pour l'instant, une seule chose était claire, l'ouverture de la porte arrière devint cet événement après lequel tout changea. C'est précisément alors que la maison tranquille et paisible cessa d'être un endroit sûr et se transforma en scène de crime pour l'enquête. À ce moment, l'enquête commence à se dérouler à partir de la question la plus importante. Celui qui entra dans la maison à 19h37 était-il un criminel ou une personne qui cherchait à prévenir le malheur ? Ni la police ni les habitants de Perry Sound ne savaient encore que précisément ces 6 minutes changeraient non seulement le destin de la famille McCready, mais aussi la vie de toute la colonie. Quand quelque chose comme ça arrive, toute personne normale pense d'abord au cambriolage, au vol, à un criminel de l'extérieur. Mais parfois, les versions évidentes volent immédiatement à la poubelle dès qu'on regarde les faits. Cette fois, la police ne pensa même pas à la variante d'un cambriolage. Il n'y en avait tout simplement pas eu. Personne n'avait essayé de forcer la serrure, de casser les fenêtres ou d'entrer furtivement par la cave. Cette pensée est beaucoup plus effrayante. Cela signifie que celui qui était dans la maison McCready pendant ces minutes fatidiques était quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un en qui on avait confiance. Rapidement, des techniciens de police scientifique arrivèrent sur les lieux. Leur tâche, silencieuse, méthodique et sans émotion, examiner chaque petit détail qui aiderait à reconstituer l'image de ce qui s'était passé pendant ces 6 minutes terribles. La maison McCready fut soigneusement bouclée avec du ruban de police jaune, et maintenant des personnes en combinaisons blanches et gants de caoutchouc examinèrent soigneusement chaque coin. Leur conclusion fut simple et claire. Il n'y avait pas de traces d'intrusion forcée. La porte principale était verrouillée, les fenêtres entières et fermement verrouillées de l'intérieur. Le seul point sur lequel se concentra l'attention de l'enquête fut la porte arrière. C'est précisément elle qui était ouverte. C'est précisément par elle que quelqu'un était entré dans la maison à 19h37. Le capteur avait clairement enregistré ce moment. Le criminel ne l'avait pas forcé,
n'avait pas endommagé la serrure, n'avait pas cassé la vitre. Il était simplement entré, comme s'il rentrait chez lui, comme s'il avait été le bienvenu là. Les policiers se tenaient un sur le porche arrière et regardèrent la faible lumière de la lanterne qui éclairait le sentier étroit menant dans l'obscurité de la forêt. Ce sentier était familier aux fillettes et à Amelia, leur babysitter habituelle. Normalement, Amelia venait ici à vélo, le laissait près du porche et entrait dans la maison quand les fillettes lui ouvraient. Il en avait toujours été ainsi. Mais ce soir, elle était en retard. Et bien que la babysitter ne soit visible nulle part, la logique suggérait que précisément quelqu'un de connu avait été à la porte et avait pu entrer facilement. Cependant, les spécialistes judiciaires ne trouvèrent pas à l'intérieur de la maison, dans la cuisine et le couloir, de traces de lutte ou de désordre. Tout semblait comme si rien de spécial ne s'était passé. Les assiettes après le dîner reposaient tranquillement dans l'évier. Des dessins d'enfants traînaient sur la table. Les affaires étaient à leur place. Cela contrastait fortement avec le cauchemar qui fut découvert dans la chambre des enfants. On avait l'impression que tout le mal s'était produit soudainement, rapidement, sans chance de protection ou de résistance. Les enquêteurs comprirent. Le criminel était entré calmement, avec assurance, peut-être même en souriant. Il n'était pas pressé, n'était pas nerveux. Il était chez lui, ou du moins le semblait-il. Le premier qui tomba sous l'observation attentive de la police fut Doug Reed, précisément ce voisin qui avait été trouvé sur la scène de crime. Précisément lui se tenait couvert de sang dans la chambre des fillettes et répétait toujours la même chose. « Je voulais aider ». Ces mots sonnaient invraisemblables sur le fond de ce que les officiers voyaient. Pendant qu'ils examinaient la maison et le terrain, Doug était déjà interrogé au commissariat. On essayait de comprendre ce qui s'était exactement passé dans ces quelques minutes qu'il ne pouvait ou ne voulait pas expliquer. Les questions se multipliaient, mais la clarté n'augmentait pas. Comment Doug était-il arrivé à l'intérieur si la porte n'était pas endommagée? S'il n'avait pas forcé la porte, alors il avait soit une clé, soit les fillettes lui avaient ouvert. Mais pourquoi précisément à lui, dans un tel moment, quand la babysitter n'était pas encore venue et que Lia était au travail? Il était inconnu, voisin, ami de la famille, et auparavant, on lui faisait confiance. Les enfants auraient tout à fait pu lui ouvrir la porte eux-mêmes en voyant un visage familier. Cela ramenait les enquêteurs encore et encore vers Doug. Il avait l'air abattu, perturbé, effrayé. Mais c'est ainsi que semblent parfois les gens qui viennent de faire quelque chose de terrible et cherchent à comprendre comment vivre maintenant avec cela. Les policiers ne pouvaient ignorer l'évident. Du sang, une présence sur la scène de crime et l'absence complète d'une explication raisonnable. Cependant, les enquêteurs comprenaient aussi autre chose. Accuser précipitamment aurait été une erreur. Tant qu'il n'y avait pas de preuves convaincantes de sa culpabilité, ce n'était là que des soupçons. Et les soupçons, ce n'est pas encore un verdict. Il savait qu'il devait continuer, regarder plus largement, examiner tous ceux qui auraient pu entrer dans cette maison sans effraction, tous ceux qui auraient pu être si proches qu'on leur aurait ouvert la porte avec sourire et confiance. C'est précisément à ce moment, quand les soupçons resserraient de plus en plus l'étau autour de Doug, qu'une autre silhouette commença à devenir visible à l'horizon. Une silhouette que jusqu'à présent, personne n'avait prise au sérieux. Mais cela viendrait plus tard. Et pour l'instant, la police faisait face à un fait simple. Le criminel n'avait pas forcé la porte. On lui avait ouvert, ou il était entré lui-même parce qu'il avait une clé. Et ce fait pointait directement vers la personne qui avait été trouvée à l'intérieur, Douglas Reed. Il incombait maintenant aux enquêteurs de comprendre si le sang sur ses mains était un témoignage de culpabilité ou une tentative désespérée d'aider. Cette ligne fine déterminerait le cours de l'enquête ultérieure. Quand l'effraction fut exclue et que le cercle des suspects se rétrécit fortement, le regard de l'enquête retomba sur la seule personne qui avait été trouvée exactement là, dans la chambre,
à côté de ce qu'il était impossible d'expliquer autrement que par un crime cruel. Doug Reed. Précisément ses paroles et son comportement en faisaient maintenant la figure numéro 1 de cette tragédie. Et ici, la question ne résidait plus dans savoir s'il aurait pu le faire, mais pourquoi. Doug, ou officiellement Douglas Reed, était un homme ordinaire d'âge moyen. Il avait 41 ans, travaillait dans le garage automobile local, avait la solide réputation d'une personne sur qui on peut compter. Il souriait souvent, était toujours prêt à aider. Les voisins savaient qu'on pouvait lui confier les clés de la maison si on devait partir le week-end. Extérieurement, le voisin canadien typique d'un petit lotissement. Jeans usés, chaussures de travail, le visage quelque peu fatigué d'une personne habituée au travail physique. Il semblait que c'est ainsi que devait paraître une personne qui serait la première à accourir à l'aide s'il y avait des problèmes. Mais maintenant, c'était précisément lui qui se tenait devant les enquêteurs, entièrement couvert des traces de ce qui s'était passé de terrible. Lors de l'interrogatoire, Doug parlait de manière incohérente, répétait toujours la même chose, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même par ces mots « J'étais à la maison, j'ai entendu un bruit étrange, quelque chose comme des cris. D'abord j'ai pensé que les enfants jouaient, mais ensuite le son est devenu plus fort. Je ne pouvais pas faire autrement que d'aller voir. La porte arrière était ouverte. Je suis entré. J'ai appelé les fillettes. Et à ce moment, quelque chose m'a frappé par derrière. Ensuite, je me souviens mal. Je suis revenu à moi. Du sang partout, tout comme dans le brouillard. J'ai essayé d'aider, mais c'était déjà trop tard. Ses vêtements étaient entièrement tachés de sang. Les spécialistes judiciaires confirmèrent que c'était le sang des fillettes, et pas seulement des gouttes, mais précisément des éclaboussures. Comme si Doug s'était trouvé près d'elle pendant ce moment terrible. Mais la police ne trouva ni l'arme avec laquelle il avait supposément été frappé, ni les traces de celui qui aurait pu le faire. Dans la chambre, il n'y avait eu personne d'autre que lui et les victimes. Son récit ressemblait à une tentative maladroite de justifier sa présence là où il n'aurait pas dû être. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer les faits évidents. Soit Doug disait la vérité et quelqu'un d'autre avait été dans la maison qu'il avait attaqué et avait disparu inaperçu, soit c'était précisément lui, ce criminel, qui, se rendant compte qu'il avait été pris sur le fait, avait décidé de jouer le rôle du héros cherchant à aider. Malgré les doutes, l'enquête avait pour le moment un suspect principal, Douglas Reed. Et bien que ses paroles semblent sincères, les faits parlaient obstinément contre lui. Mais ce n'était pas une preuve définitive de sa culpabilité. L'histoire, dans laquelle tout n'était pas clair, laissait une marge, un doute, forçait les enquêteurs à regarder plus loin, à chercher celui qui pourrait être cet quelqu'un d'autre, qui se cachait dans l'ombre et restait jusqu'à présent inaperçu. C'est précisément cette indétermination, cette subtile suggestion qu'il y avait quelque chose de plus grand que la version sur le voisin qui avait simplement craqué, qui ne laissait pas l'enquête s'arrêter au simple et évident. Bientôt, la police devrait ouvrir de nouvelles pages de cette affaire et découvrir des détails qui les mèneraient bien au-delà de la version initiale. Quand les soupçons de l'enquête s'étaient déjà presque formés en une image compréhensible, le laboratoire leur présenta soudainement quelque chose d'étrange, de contradictoire, qui sortait de la logique générale. Oui, sur les vêtements de Doug, il y avait réellement le sang des victimes. Pas des gouttes, mais des éclaboussures, qui témoignaient de la présence immédiate près des fillettes au moment de la tragédie. Mais en même temps surgit quelque chose d'autre qui fit réfléchir s'il aurait pu commettre ce crime en général. L'examen médico-légal de Doug établit une grave commotion cérébrale. Le médecin fut catégorique. Le coup que Doug avait reçu à la tête pouvait réellement mener à une perte de conscience temporaire. De plus, un hématome fut trouvé à l'arrière de la tête, clairement frais et correspondant entièrement à ses déclarations. Il s'avéra que l'histoire de Doug sur l'attaque n'était pas une invention complète. Elle avait une confirmation médicale. Les enquêteurs décidèrent de vérifier chaque minute de la soirée de Doug. Il s'avéra qu'il avait travaillé dans le garage automobile jusqu'à 19h15 et cela a été confirmé non seulement par les déclarations des collègues,
mais aussi par les enregistrements vidéo des caméras de surveillance du garage lui-même. Après le travail, Doug était rentré chez lui, ce qui ne lui avait pris que quelques minutes, et se trouvait exactement au moment près de la maison McCready quand le plus terrible s'était produit. Cela ne le libérait pas de tous les soupçons, mais rendait la version du meurtrier simple et de sang-froid extrêmement discutable. Maintenant, l'enquête se trouvait dans une impasse. D'un côté, le sang et la présence de Doug sur la scène de crime étaient dans les preuves les plus fortes contre lui. D'autre part, l'alibi, les données médicales et la logique des événements disaient tout à fait le contraire. Doug avait pu parfaitement être victime des circonstances et possiblement même un héros qui cherchait à aider. Il se créa un cercle vicieux. Les enquêteurs ne pouvaient pas complètement éliminer Doug de la liste des suspects, mais ils ne pouvaient pas non plus l'accuser avec une certitude totale. Il surgit la nécessité d'approfondir sa vie, comprendre son passé, ses connexions et motifs possibles. Il fallait comprendre ce qui pourrait se cacher derrière son image de voisin ordinaire et bon, en qui les adultes et les enfants faisaient confiance. Car c'est précisément dans de telles personnes, apparemment simples et compréhensibles, que se cachent parfois les secrets les plus sombres. Parfois il semble que tout soit complètement clair, et qu'il suffise simplement de regarder une personne pour comprendre sa culpabilité. Mais le cas avec Doug Reed s'avéra complètement différent. La police se heurta littéralement à l'absence de la chose la plus importante, le motif. Et sans motif, même la version la plus évidente commence à s'effondrer devant les yeux. L'enquête commença à vérifier attentivement la vie de Doug. Ses finances, relations personnelles, conflits possibles qui auraient pu mener à la tragédie. Et plus il creusait, plus il devenait clair qu'il n'avait simplement pas de raison de commettre un tel crime. Pas de dette, pas de billets à ordre, pas de problèmes financiers. Doug vivait tranquillement, recevait un salaire stable et n'avait jamais été impliqué dans quoi que ce soit de douteux. Il ne jouait pas, n'était pas dépendant de l'alcool ou des drogues. Les relations avec les voisins étaient équilibrées et même amicales. Personne ne pouvait se souvenir qu'il ait jamais élevé la voix ou montré de l'agressivité. Quant à la vie privée, là aussi rien de suspect. Célibataire, vit seul, sort occasionnellement avec des femmes, mais pas de relations sérieuses qui auraient pu mener à quelques conflits. Les collègues dans l'atelier mécanique s'exprimaient exclusivement de manière positive à son sujet, l'appelaient un employé fiable et responsable, une personne sur qui on peut compter dans n'importe quelle situation. Les enquêteurs se tournèrent aussi vers le profil psychologique de Doug. Les psychologues confirmèrent qu'il ne correspondait absolument pas à l'image d'une personne capable d'un crime si cruel. Doug n'avait pas d'historique de comportement agressif, pas de casier judiciaire, même pas d'infraction mineure. Calme, équilibré, toujours prêt à aider. Comment une telle personne avait-elle pu soudain péter les plombs et faire quelque chose d'aussi monstrueux ? Cette complète contradiction entre les preuves qui indiquaient sa présence immédiate au moment de la tragédie et l'absence complète d'un motif devint une véritable impasse pour l'enquête. Comment accuser quelqu'un qui n'avait pas une seule raison de commettre un crime ? Mais les enquêteurs savaient une chose. Quand dans une affaire une telle impasse surgit, cela signifie qu'il faut creuser plus profond et chercher là où on n'avait même pas pensé chercher avant. Ils avaient besoin de quelque chose de complètement nouveau, une preuve décisive ou un détail qui aurait été capable de changer complètement le cours de l'enquête. Et exactement une telle preuve fut bientôt trouvée. Parfois, tout ce qu'il faut pour retourner complètement une affaire, c'est un fait clair, scientifiquement prouvé. Et dans l'histoire de Douglas Reed, ce fut précisément le laboratoire, l'endroit où l'affaire changea complètement de direction. Il semblait que tout était décidé. Tout pointait vers Doug jusqu'à ce que tombe sur la table des enquêteurs un rapport avec une preuve irréfutable qui brisa complètement la version habituelle. Les experts du laboratoire ne trouvèrent sur les mains de Doug et sous les ongles pas la moindre trace de l'ADN des victimes. Sur ses vêtements, il y avait du sang, oui, mais sous les ongles et sur la peau, rien. Cela semblait impossible s'il avait été celui qui avait perpétré l'attaque. Toute personne qui participe à un combat ou une résistance laisse inévitablement des traces sur elle.
Ici, il n'y avait rien de tel. Les enquêteurs d'abord n'y crurent pas, pensèrent qu'une erreur s'était produite et demandèrent de vérifier les données à nouveau. Mais l'analyse répétée donna le même résultat. Propre. De plus, les techniciens judiciaires fournirent une analyse détaillée de l'arrangement des taches de sang sur les vêtements de Doug. Ils expliquèrent clairement: ces taches sont le résultat d'une présence passive. Elles n'ont pu arriver sur ses vêtements que s'il était prêt, mais n'a pas participé directement à l'action elle-même. C'était une confirmation que Doug n'avait pas attaqué, n'avait pas lutté, n'avait pas essayé de se protéger de quelques coups ou attaque. Il avait été là, mais seulement comme observateur ou victime d'une attaque, en aucun cas comme meurtrier. Les enquêteurs, qui jusqu'à récemment étaient potes prêts à accuser officiellement Doug, se trouvaient maintenant dans une situation difficile. La conclusion des experts était sans équivoque. Doug Reed n'avait pas commis ce crime. Il ne pouvait pas avoir été un participant actif, considérant toutes les preuves physiques. L'enquête tomba dans une impasse qui détruisit tout ce qui semblait évident auparavant. Si ce n'était pas Doug, alors qui? Cette question flottait dans l'air et créait un vide d'indétermination. Maintenant, l'enquête devait retourner au début, repenser tout à nouveau. Ils réalisèrent que quelque part, une erreur avait été commise, qu'ils avaient négligé un détail important, possiblement très insignifiant. Précisément maintenant, l'enquête reçut un nouveau départ, et la police avait devant elle de s'approfondir à nouveau dans l'étude de tous ceux qui avaient accès à la maison et pouvaient y entrer librement. Et bien que tous les soupçons furent retirés de Doug Reed, beaucoup de travail les attendait encore. Les enquêteurs savaient une chose: le véritable criminel restait encore quelque part dans les parages, et maintenant ils devaient recommencer la recherche, mais déjà avec une approche complètement différente et de nouvelles informations en main. Quand il devint évident que Doug Reed ne pouvait pas être cette personne que la police avait cherché si longtemps à démasquer, les enquêteurs déplacèrent brusquement leur regard. Ils cessèrent de se concentrer sur la personnalité et passèrent au monde froid et impartial des preuves. Et c'est précisément à ce moment qu'apparurent des détails qui mirent toute l'affaire sans dessus-dessous et indiquèrent l'existence d'une troisième personne dont la présence jusqu'à ce moment avait semblé complètement inaperçue. Sur la scène de crime, au milieu du chaos et du désordre, les enquêteurs découvrirent quelque chose qui avait échappé à leur attention auparavant. Une bouteille métallique avec de profondes bosses sur sa surface. Les experts furent catégoriques. Exactement cette bouteille avait été utilisée comme arme, avec laquelle le coup à la tête avait été donné à Doug Reed. L'examen médical confirma clairement: le caractère et la force du coup correspondaient complètement aux blessures trouvées à l'arrière de la tête de Reed. Il s'avéra qu'il avait réellement été assommé, comme il l'avait affirmé depuis le début. Mais qui avait pu donner ce coup? Une autre trouvaille importante fut un couteau. C'était exactement cette arme qui avait laissé les terribles traces sur les murs de la chambre. Jusqu'à ce moment, la police n'avait pas pu comprendre qui exactement avait tenu ce couteau dans les mains. Mais cette fois, les techniciens judiciaires eurent de la chance. Ils découvrirent, sur le manche, une empreinte digitale partielle. Elle était faible, à peine perceptible, mais complètement suffisante pour tirer une conclusion importante. Ce n'était pas l'empreinte de Doug, et encore moins l'empreinte d'une des filles. Cela signifiait que le couteau avait été tenu par cette troisième personne inconnue qu'on avait cherchée si longtemps. Et la dernière preuve qui consolida définitivement les pensées sur l'existence d'une troisième personne fut découverte à la porte arrière de la maison Macready. Les experts y trouvèrent de petites particules de peinture fraîche, correspondant au type utilisé sur les cadres de bicyclette. Les particules étaient trop fraîches pour être accidentelles, trop évidentes pour être ignorées. Quelqu'un avait récemment, possiblement littéralement cette même soirée, appuyé sa bicyclette contre cette porte. Et ce n'était clairement pas Doug Reed. Il était venu à pied depuis sa propriété à travers la cour voisine et n'avait jamais utilisé de bicyclette. Maintenant, l'enquête avait une image claire du nouveau personnage, ce fantôme qui jusqu'à présent était resté complètement invisible.
Une personne qui était arrivée à bicyclette était entrée silencieusement par la porte arrière, tenait un couteau et utilisa une bouteille métallique pour assommer le premier témoin de son crime. Mais qui était-ce? À qui pouvait appartenir cette bicyclette? Comment cette personne avait-elle été si proche de la famille que les filles l'avaient-elles laissée entrer sans doute? Ces questions ramenèrent l'enquête au tout premier point de départ. Mais maintenant avec des données de départ complètement différentes. Si auparavant la police était convaincue de la culpabilité du voisin, elle devait maintenant admettre que le véritable criminel restait habilement caché derrière l'image d'une personne ordinaire et connue. L'enquête avait devant elle de refaire tout le chemin, pas à pas, vérifiant attentivement tous ceux qui étaient grâce dans l'entourage proche de la famille McCready et qui auraient pu tranquillement apparaître à la porte le soir de la tragédie. Il n'était sûr que d'une chose. C'était une personne que les filles connaissaient et en qui elles avaient confiance. Maintenant, la tâche des enquêteurs était claire. Déterminer qui était ce fantôme à vélo, la personne qui avait laissé l'unique empreinte digitale sur le couteau et des traces de peinture sur la porte. C'est exactement derrière lui que commençait maintenant une nouvelle chasse, et la police sentait que cette poursuite les mènerait bientôt à un tournant complètement inattendu. Parfois devient la principale suspecte une personne à laquelle personne n'aurait pensé au début. Jusqu'à présent, la babysitter de la famille McCready, Amelia Carson, n'avait été mentionnée que de façon incidente dans cette affaire. On se souvenait vaguement d'elle, celle qui aurait dû s'occuper des filles, mais était arrivée en retard. Mais après l'apparition de nouvelles preuves, son nom se retrouva soudain au centre de l'enquête. Et ce nom résonnait maintenant de plus en plus fort. Amelia Carson, une fille de 17 ans, travaillait comme babysitter chez les McCready depuis presque 1 an. Elle appartenait à ces adolescents en qui faisaient confiance tant les voisins que les collègues de Leah. On la voyait souvent avec les filles sur l'aire de jeu ou en promenade au bord du lac. Elle était calme, ordonnée et très responsable. Son vélo, peint de couleurs vives et voyant, était son compagnon fidèle. Et c'est exactement ces traces, sous forme de particules de peinture, qui furent maintenant découvertes à la porte arrière de la maison McCready. Était-ce une coïncidence? La police commença immédiatement à vérifier Amelia plus minutieusement. La première étape, l'empreinte digitale du couteau. Dans les bases de données, l'empreinte ne donna aucun résultat. La fille n'avait pas d'infraction légale enregistrées auparavant. Mais cela ne rassura pas l'enquête, mais l'inquiéta plutôt au contraire. Quand ils tentèrent de la contacter, il s'avéra qu'Amelia avait littéralement disparu. Elle ne répondait pas aux appels, son téléphone était éteint, et ses parents et amis ne savaient pas où elle se trouvait. C'était extrêmement étrange pour une fille qui était toujours joignable et n'avait jamais donné de raison de s'inquiéter auparavant. Et alors, surgit un autre fait étrange. Quand les comptes bancaires d'Amelia furent vérifiés, les enquêteurs découvrirent des paiements réguliers de Leah McCready. La somme était modeste, seulement $150 par mois, mais elle était transférée secrètement, non officiellement. Il s'avéra bientôt que c'était l'argent pour les services de babysitting que Leah payait régulièrement à Amelia, sans y accorder grande importance. Cependant, ces paiements ne semblaient déjà plus si inoffensifs dans le contexte de l'enquête. Il devint maintenant clair qu'Amelia avait régulièrement accès à la maison, connaissait le rythme de vie de la famille et possédait peut-être même une clé de réserve. Et sa disparition soudaine devint un autre grand marquage rouge à côté de son nom. Bientôt, la police déclara officiellement Amelia Carson recherchée comme personne d'intérêt pour l'enquête. Son nom fut mentionné pour la première fois à la télévision locale et se répandit dans les nouvelles, ce qui provoqua incompréhension et inquiétude chez les habitants de Perry Sound. Personne ne pouvait croire que cette fille calme et silencieuse puisse être impliquée dans quelque chose d'aussi terrible. Maintenant, les enquêteurs comprenaient, soit ils étaient sur la bonne piste, soit l'histoire prenait encore un virage brusque et les menait en erreur. Mais pour l'instant, Amelia Carson était devenue la principale suspecte, et c'est exactement son visage qu'on cherchait maintenant dans toute la région. Et sa disparition et sa proximité avec la famille McCready obligèrent la police à repenser tout le cas,
déjà à travers le prisme d'une version complètement nouvelle. Parfois, le passé d'une personne recèle beaucoup plus qu'il ne semble à première vue. Et l'histoire d'Amelia Carson était exactement comme ça, cachait en elle des côtés sombres que personne n'avait vus ou voulu remarquer auparavant. Des faits simples et brefs de sa biographie ouvrirent les portes vers un monde dont personne de l'entourage d'Amelia n'avait même soupçonné l'existence. Un monde plein de non-dits, de douleurs et peut-être de jalousie. Amelia fut élevée par un tuteur, une personne stricte et peu émotionnelle, qui avait une autre protégée, la sœur cadette d'Amelia, une fille avec de sérieux problèmes de santé. Cette sœur avait besoin d'attention, de soins et d'amour constant, ce qui laissait souvent Amelia dans l'ombre, en seconde place. C'est peut-être exactement alors que naquit dans l'âme d'Amelia ce sentiment amer, la jalousie envers celle qui recevait attention, tendresse et soins, dont elle-même était privée. Il était connu qu'Amelia avait des consultations régulières chez un psychologue. Personne de son entourage ne trouvait cela étrange. C'était même louable. La fille essayait de clarifier ses problèmes d'adolescente. Mais quand la police obtint son dossier médical, il s'avéra que la situation était beaucoup plus sérieuse que de simples peurs d'adolescente. Le médecin nota dans son dossier « trouble mixte dissocial dépressif », accompagné d'éruptions régulières d'agression et de colère inexplicables. C'est exactement cette information qui changea complètement la vision des enquêteurs sur Amelia. Maintenant, la disparition de la fille prit une teinte complètement différente. Ce n'était plus seulement une baby-sitter qui était tombée par hasard sous les soupçons, mais une personne qui pouvait avoir de sérieux problèmes psychologiques et un motif fort. Cette jalousie douloureuse envers tous les autres enfants qui étaient aimés et heureux. Amelia cessa d'être seulement une personne d'intérêt pour l'enquête. Maintenant, sa recherche acquit une urgence particulière, car la police réalisa, derrière sa disparition se cachait une menace réelle pour l'entourage. Si Amelia était réellement capable de quelque chose comme ça, alors il fallait la trouver le plus rapidement possible, avant qu'elle ne fasse quelque chose d'encore plus terrible. Parfois, l'enquête change brusquement sa direction. Des théories et preuves aux actions actives. C'est exactement ce qui arriva quand la police commença la recherche physique d'Amelia Carson. La recherche était silencieuse, tendue, et à chaque pas, les détectives sentaient qu'ils s'approchaient de la découverte d'une vérité terrible qui s'était cachée tout près, littéralement sous le nez des habitants de Parry Sound. Le 29 mai 2018, la police reçut la première piste réelle. À 4 km de la maison McCready, sur un sentier qui menait profondément dans la forêt, on trouva un sac à dos. Le sac à dos avait été jeté négligemment dans les buissons, comme si on voulait s'en débarrasser le plus rapidement possible. Quand les enquêteurs l'ouvrirent prudemment, ils furent immédiatement frappés par l'odeur âcre d'eau de javel, mélangée à quelque chose d'autre, de plus désagréable. À l'intérieur, il y avait un pyjama, simple, pour adolescents, avec un motif clair, mais couvert de taches que même l'eau de javel n'avait pas pu complètement cacher. Les experts ne doutaient pas. Sur le pyjama se trouvaient exactement ces traces qu'on cherchait à cacher. Et maintenant, ces taches devenaient des témoins muets qui confirmaient les soupçons les plus terribles de l'enquête. Maintenant, la police savait exactement. Amelia avait été ici récemment et se déplaçait rapidement, s'efforçant de détruire toutes les traces de sa présence. À partir de l'endroit où on trouva le sac à dos, les policiers commencèrent méthodiquement à ratisser la forêt. Chaque mètre fut vérifié soigneusement, chaque mouvement suspect dans les buissons faisait s'arrêter les détectives et se figer de tension. L'un des habitants locaux se souvint d'une vieille cabane dans les arbres, presque oubliée, que des enfants avaient construite il y a de nombreuses années. Maintenant, cet endroit était presque complètement caché entre les cimes denses des arbres et on ne pouvait y accéder que par un sentier à peine visible. Les policiers s'y dirigèrent immédiatement, sentant qu'ils étaient à la limite de quelque chose d'important. Ils se déplaçaient prudemment, s'efforçant de ne pas faire de bruit, s'approchant pas à pas de l'endroit où Amelia pourrait se cacher. La maisonnette apparut de façon inattendue. On la remarqua littéralement au dernier moment. Haut dans l'arbre, presque invisible entre les branches et les feuilles, elle semblait vide,
et abandonnée. Mais le silence qui régnait alentour était trop suspect. Les détectives montèrent prudemment, complètement prêts à la résistance. Mais elle ne suivit pas. Le 30 mai 2018, Amelia Carson fut arrêtée. Elle était assise silencieusement, comme si elle attendait les policiers. Pas de larmes, pas de cris, pas de résistance. Seulement un regard fatigué qui en disait plus que tous les mots. Il semblait qu'Amelia avait déjà tout décidé pour elle-même et attendait maintenant seulement qu'on vienne la chercher. Son arrestation devint l'apogée de la longue recherche et de l'énorme travail de l'enquête. Maintenant, la police était sûre que c'était précisément elle qui était la clé pour résoudre toute cette terrible histoire. Mais devant eux se trouvait la dernière étape, la plus importante. Découvrir ce qui s'était exactement passé cette terrible soirée dans la maison Macready et pourquoi la fille à qui on faisait confiance était devenue la cause de la tragédie qui avait ébranlé le petit établissement. Maintenant commençait le compte à rebours jusqu'au moment où la vérité verrait le jour. Parfois, les enquêtes ne se terminent pas par de longues conversations et des confessions, mais par des preuves muettes qui parlent plus fort que tous les mots. Quand la police arrêta Amelia Carson, elle ne dit pas un mot. Ses yeux étaient vides, froids, et les policiers comprirent qu'ils n'attendraient peut-être pas d'aveu. Mais il devint rapidement clair que ce n'était pas si important. Avec elle, il y avait des choses qui parlaient d'elles-mêmes. La première chose que les enquêteurs remarquèrent fut une planche à roulettes, soigneusement appuyée contre le tronc d'arbre sous la petite maison. La planche était couverte de taches qui parlaient trop d'elles-mêmes. Les experts confirmèrent rapidement. Il y avait des traces de sang qui correspondaient au sang trouvé dans la maison Macready. Cette preuve était déjà presque un verdict, mais ce n'était que le début. À côté de la planche se trouvait un cahier, simple pour adolescents, avec des autocollants sur la couverture. Mais à l'intérieur, il s'avéra ne pas être si inoffensif. Les enquêteurs feuilletèrent les pages et se figèrent. Entre des notes chaotiques et des dessins, il y avait des lignes qui leur firent sentir un frisson dans le dos. Rire double. Cette phrase courte, presque innocente, prenait maintenant un sens complètement effrayant. Mais le point final fut mis par la vérification de l'empreinte digitale du manche du couteau. Jusqu'à ce moment, ce n'était qu'une trace sans visage d'un inconnu. Mais maintenant, après comparaison avec les empreintes digitales d'Amelia, il ne restait aucun doute. Correspondance totale. L'empreinte lui appartenait. Et maintenant, sa culpabilité ne devint pas une théorie, mais un fait froid et irréfutable. La question « qui ?» ne se posait plus devant l'enquête. Les preuves directes prouvaient définitivement. C'est précisément Amelia Carson qui avait tenu l'arme du crime dans ses mains. C'est précisément elle qui avait laissé ses traces à la fois sur la planche et sur le couteau. C'est précisément elle qui avait jeté le pyjama ensanglanté et avait tenté de détruire les traces avec de l'eau de Javel. La question de sa participation était fermée une fois pour toutes. Mais les enquêteurs comprenaient parfaitement qu'après la réponse à une question apparaissait immédiatement une autre, beaucoup plus tortueuse et complexe. La question « Pourquoi ?» Pourquoi la fille que tous considéraient un peu comme calme, responsable et fiable avait-elle fait une telle chose ? Qu'est-ce qui avait pu la pousser à ce terrible crime ? Maintenant, la police faisait face au plus difficile. Comprendre ses motifs, regarder plus profondément dans son monde, qui s'avéra ne pas être si simple qu'il semblait auparavant. La prochaine étape de l'enquête promettait d'être la plus sombre et troublante, mais c'est précisément elle qui devait révéler définitivement le secret d'Amelia Carson et mettre le point final dans cette histoire sinistre. Habituellement, dans de telles histoires, tous attendent un aveu, des mots clairs qui expliqueraient ce qui s'est passé. Mais Amelia ne dit rien. À sa place parlèrent les pages de son cahier couvertes de phrases courtes, de dessins et de notes étranges. C'est précisément en elle que les enquêteurs trouvèrent finalement la clé pour tout comprendre. Une explication qui s'avéra plus terrible qu'on n'aurait pu le supposer. Sur l'une des pages, Amelia n'écrivit que 2 mots. Rire double. Ces 2 mots simples devinrent la porte
vers son monde intérieur, où les voix d'enfants ordinaires se transformaient en quelque chose de complètement différent, en un déclencheur douloureux qui provoquait en elle des accès de colère et d'agression incontrôlables. Les experts psychiatriques qui examinèrent le cahier et Amelia elle-même confirmèrent. Ces mots n'étaient pas juste une note occasionnelle, mais une idéation clairement formulée. Une pensée obsessionnelle qui la poursuivait jour après jour. Des rapports des psychiatres. Il devint clair qu'Amelia ressentait une jalousie pathologique profonde envers les filles qu'elle devait garder. Chaque fois qu'elle entendait leur rire, voyait leur joie, s'éveillait en elle une profonde offense, colère et haine. Dans sa conscience, toutes les voix heureuses se transformaient en un souvenir douloureux qu'elle-même n'avait jamais été au centre de l'attention, qu'on l'avait toujours laissé de côté, préférant quelqu'un d'autre. Les psychiatres appelèrent cela « idéation pathologique d'effacement des voix souriantes », et cela sonnait terrifiant même pour les spécialistes. Dans le cahier d'Amelia, il y avait aussi d'autres notes troublantes. Pourquoi elles sont heureuses et moi pas? Swing, elles ne le méritent pas. Et la plus terrifiante, faire taire les voix. Précisément ces notes, faites de la main d'une adolescente que tous considéraient comme complètement normale, semblaient maintenant complètement effrayantes. Il devint clair que le motif de son acte n'était pas la haine personnelle envers des personnes concrètes, mais un trouble psychique profondément enraciné qui avait transformé sa conscience en un champ de bataille où les joies infantines ordinaires étaient perçues comme une menace insupportable. Amelia elle-même ne comprenait pas jusqu'au bout ce qui lui arrivait exactement, et cela rendait la situation encore plus tragique et imprévisible. Ces actes ne pouvaient pas s'expliquer par une logique ordinaire. Ils étaient dictés exclusivement par la réalité douloureusement déformée qu'elle avait créée en elle. Maintenant que les enquêteurs apprirent la vraie nature de ces motifs, le tableau de ce qui s'était passé gagna finalement une clarté terrifiante. Il était maintenant clair pourquoi le crime était devenu si cruel et irrationnel. Le trouble psychique d'Amelia dirigeait complètement ses actions, l'obligeait à voir dans des personnes complètement innocentes des ennemis qui méritaient une punition. C'est précisément ce motif qui fut maintenant fixé officiellement par l'enquête. Amelia Carson commit le crime non pas par quelque haine personnelle, mais à cause d'une maladie qui déforma complètement sa perception de la réalité. C'est précisément cette conclusion qui obligea l'enquête à continuer vers le point final de l'investigation. Il restait maintenant la dernière étape décisive, la conclusion officielle des psychiatres et du tribunal qui devaient décider comment procéder avec Amelia et que faire en général avec une personne qui a commis un crime sans comprendre jusqu'au bout ce qu'elle fait. Toute énigme doit tôt ou tard recevoir son explication. Maintenant, la police pouvait enfin reconstituer les événements de cette terrible soirée, minute par minute, seconde par seconde, reliant tous les faits qui semblaient auparavant accidentels ou inexplicables. L'absence d'effraction, la commotion cérébrale de Doug Reed, même ce jeu d'enfant de cache-cache, maintenant tout prenait sa place dans le tableau clair et implacable de ce qui s'était passé. Donc, 23 mai 2018, à 18h12, Leah McCready quitta la maison, se dirigea vers le travail et laissa les filles Emma et Grace seules. Amelia Carson devait arriver plus tard, mais ce soir-là, la babysitter ne sonna pas à la porte. Elle entra par la porte arrière que les filles, la connaissant, ouvrirent calmement de l'intérieur. Amelia était pour elles une personne habituelle, sûre. Dans leur conscience, rien ne présageait le malheur. Amelia se tenait calmement dans la maison, s'efforçant de se comporter normalement, tandis que les filles jouaient. Elle attendait le moment où elles commenceraient leur jeu préféré, cache-cache. Dès que les filles encoururent à se cacher, Amelia commença à agir. Pourquoi précisément ce jeu ? Parce qu'il lui rappelait sa propre enfance, ce passé douloureux quand elle-même était constamment laissée dans l'ombre, oubliée, non recherchée. Quand Emma et Grace commencèrent à rire et à se crier mutuellement, Amelia ne put plus se contrôler. Le son de leur voix heureuse,
devint le déclencheur qui brisa définitivement sa psyché. À 19h31, la sonnette du voisin enregistra un cri aigu, un cri compris d'abord pour des jeux d'enfants ordinaires. Mais ce n'était pas juste un cri d'enfant. C'était le moment où Amelia attaqua. Chaos et désordre, traces de couteaux sur les murs et peintures maculées, tout cela était témoin d'un éclat instantané de colère et d'agression. Amelia était déjà hors d'elle, avait complètement perdu la connexion avec la réalité. À 19h37, la porte arrière s'ouvrit à nouveau. C'était Doug Reed qui avait entendu des bruits étranges et décida de vérifier si tout allait bien. Il entra dans la maison et se dirigea immédiatement vers la chambre des enfants, d'où provenaient des bruits de lutte. À ce moment, Amelia, entendant ses pas, se cacha derrière la porte de la chambre. Et quand Doug entra, elle le frappa fortement avec une bouteille métallique sur la tête. Le coup fut fort. Il perdit conscience et tomba au sol. Amelia comprit qu'elle avait peu de temps. Elle enleva rapidement les vêtements ensanglantés, se changea et se précipita, saisissant sa planche à roulettes, par la même porte arrière vers la forêt. Sur la porte restèrent des traces de peinture de son vélo, qu'elle avait souvent utilisé avant, et maintenant ces traces devinrent une preuve importante. Fuyant à la hâte, elle essaya de se débarrasser des affaires, jeta le sac à dos avec le pyjama traité à l'eau de javel dans les buissons et se cacha dans la vieille cabane d'enfants dans l'arbre. Cette séquence expliqua complètement tous les faits qui semblèrent étranges auparavant. Pourquoi il n'y avait pas de traces d'effraction ? Les portes furent ouvertes par les filles elles-mêmes, car elles faisaient confiance à leur babysitter. Pourquoi Doug Reed avait une commotion cérébrale et du sang sur les vêtements, mais pas de traces de lutte sur les mains ? Il n'eut même pas le temps de comprendre qui le frappait. Pourquoi précisément le jeu de cache-cache devint le moment fatal ? Parce qu'il déclencha le mécanisme de jalousie douloureuse et de colère avec lequel Amelia ne put pas faire face. Maintenant, tous les détails et faits se réunirent en une chaîne unique et logique d'événements, et l'enquête ferma définitivement le cercle. Toutes les énigmes reçurent leur explication, et la police put dire avec certitude que le tableau du crime fut complètement reconstitué. Mais bien que la séquence d'événements ne soulevait plus de questions, restait la dernière étape, le tribunal, qui devait décider comment procéder avec Amelia Carson, la fille dont la psyché avait transformé un jeu d'enfant ordinaire en terrible tragédie. Exactement là, devant le tribunal, devait se terminer cette histoire qui était devenue une leçon sombre pour tout Perry Sound. Après tout ce qui fut entendu et vu, les gens attendaient un verdict dur. Il semblait qu'il ne pouvait y avoir d'autres variantes. Trop terrible était ce crime, trop douloureuse était devenue cette tragédie pour le petit établissement. Mais le 14 février 2019, le tribunal d'Ontario rendit un verdict qui devint un choc pour beaucoup. Amelia Carson fut déclarée irresponsable pour maladie mentale grave. Cette décision ressemblait à un paradoxe, surtout après les descriptions détaillées de son acte et les preuves irréfutables de sa culpabilité. Cependant, le tribunal ne put ignorer l'expertise des spécialistes qui déclarèrent sans équivoque Amelia ne reconnaissait pas les conséquences de ses actions à cause du trouble mixte dissocial dépressif. Dans sa conscience, le monde était si déformé qu'elle ne percevait pas ce qui se passait comme la réalité. Précisément pour cette raison, le tribunal ne put l'envoyer dans une prison ordinaire. Amelia fut admise au Waypoint Center for Youth Forensics, une institution spéciale où une aide psychiatrique professionnelle est fournie aux jeunes avec des diagnostics similaires. Ce verdict signifiait un séjour indéterminé à l'hôpital, non l'emprisonnement, ce qui provoqua une réaction ambivalente parmi les résidents de Perry Sound. Précisément cette décision judiciaire mit le point légal dans l'affaire d'Amelia Carson, mais bien que le tribunal ait déterminé son destin, les résidents de l'établissement ne purent se réconcilier pendant longtemps avec le fait que la justice juridique et la justice humaine ne sont pas toujours la même chose. Maintenant se posait devant eux une nouvelle question. Comment continuer à vivre, sachant qu'Amelia Carson n'avait pas reçu de punition au sens ordinaire de ce mot, mais restait, bien que sous supervision médicale, en dehors d'une prison ordinaire? Parfois,
même après qu'une histoire semble terminée, reste un détail qui peut troubler la tranquillité intérieure. Un tel détail dans l'affaire d'Amelia Carson fut une note étrange dans son carnet. Entre des dessins et des notes effrayantes, les policiers trouvèrent quelque chose qu'ils ne purent déchiffrer jusqu'au bout. Elle écrivit « Plus de mai, plein septembre ». Précisément ce point d'interrogation après septembre laissa une sensation inquiétante d'incomplétude. Le temps passa, et les résidents de Perry Sound tentèrent de revenir à la vie normale. Leah McCready, qui ne put surmonter ce qui s'était passé, déménagea bientôt et chercha à tout recommencer, où personne ne connaissait son histoire. Doug Reed resta dans l'établissement, bien qu'on le regardât encore longtemps avec prudence, ne sachant comment se comporter envers une personne qui était devenue participant involontaire d'une terrible tragédie. Il semblait que la ville guérissait graduellement ses blessures, mais l'étrange note d'Amelia continua de vivre comme un fantôme dans la mémoire des enquêteurs. Pourrait-il y avoir eu d'autres épisodes? À qui pourrait-elle avoir fait référence? Ces questions flottaient simplement dans l'air. La vérification ne donna pas de résultat. Ni en mai, ni en septembre, d'autres cas similaires n'avaient été enregistrés. Peut-être n'était-ce que la fantaisie d'une fille à la psyché perturbée. Mais peut-être y avait-il quelque chose que la police ne vit pas. La vidéosurveillance dans la région fut installée seulement 4 ans plus tard, en 2022, et ne put plus aider à éclaircir cette question. L'histoire fut officiellement close, mais précisément cette unique note étrange laissa un arrière-goût lourd et inquiétant. L'arrière-goût d'une histoire qui semblait terminée, mais en réalité ne sera jamais complètement oubliée.